Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la surcharge des opérateurs. Alors, c'est une vidéo qui va être assez courte. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par la surcharge des opérateurs? Imaginez que vous créez une classe. Et dans cette classe, c'est une classe qui va stocker par exemple des durées. Voilà. Et vous allez instancier cette classe, faire plusieurs objets, et vous allez retrouver avec deux objets qui sont issus de la classe durée. Et ça pourrait être intéressant de les additionner ensemble pour connaître la durée, c'est faire l'addition de ces deux durées. Du coup, sans la surcharge des opérateurs, ça veut dire que vous devriez prévoir soit une fonction en dehors de la classe qui permet d'additionner des durées ensemble, soit une méthode dans une classe qui permet d'additionner une durée avec une autre. En faisant quelque chose comme ça. Donc ça, c'est l'exemple de la fonction en dehors des classes, qui serait la fonction additionnée et qui reçoit en paramètre deux objets de type durée. Et ça vous renverrait un objet de type durée qui serait résultat. Voilà, par exemple. C'est plutôt pas terrible comme syntaxe. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir écrire ça plutôt comme ça. Voilà. Donc, la surcharge d'opérateurs, c'est éviter de mettre des fonctions comme ça, indépendantes des classes, et de venir faire un petit peu la même chose, mais de mettre cette fonction-là dans l'opérateur plus, ici. Donc, une fonction qui serait démarrée sur base de cet objet-ci. Donc, le type de cet objet-ci, s'il est suivi d'un plus, va démarrer quelque chose qui permettra de l'additionner avec ça et de renvoyer comme réponse un truc là. Voilà. On va être plus précis mon discours dans les slides qui suivent, mais c'est ça l'idée. C'est de pouvoir dans votre classe dire qu'est-ce qui se passe si j'additionne à mon objet de ma classe avec autre chose. Voilà. Et donc ça s'appelle la surcharge des opérateurs. Donc ça a quand même plus de gueule cette ligne-ci que celle-là. Alors ouais, c'est pas toujours utile de faire ça. Voilà. Par exemple, vous avez une classe, c'est client, et vous avez plein d'objets de type client. Additionner un client avec un autre, c'est pas forcément utile, quoi. Donc la surcharge d'opérateurs, c'est pas quelque chose qui se fait dans toutes les classes. Faut en avoir le besoin. Prenons un exemple d'implémentation. Donc nous avons la classe durée ici. Et cette classe durée, vous voyez, elle a trois attributs privés, trois entiers, qui contiennent des heures, des minutes et des secondes. Et il y a ici un constructeur qui permet d'initialiser les trois attributs sur base des trois paramètres reçus ici. Donc dans votre main, vous avez, votre main wire, vous avez par exemple durée. Je vais y arriver. Hop. Dedans, durée, on a D1, voilà, c'est la durée 1, dans lequel on va mettre, je sais pas moi, en heure, 10 heures et 30 minutes et 40 secondes. Voilà. Pop. Pareil avec un D2 qui vaut, je sais pas moi, 2 heures, 10 minutes et 30 secondes. Voilà, pop. Et il y a aussi un durée, je vais dire D3, qu'on fout à 0,00, juste pour le fun, voilà. Hop. Donc on a ça dans le mail. Alors à un moment donné, on veut que D3 soit égal à la durée des deux autres. Comme ça. Donc, comment ça va se passer? Les D1, 2, 3 étant des objets de type durée, le système va aller voir s'il existe dans la classe un opérateur plus qui a été prévu. S'il n'y a pas d'opérateur plus qui a été prévu, additionner des objets ensemble, le système il ne sait pas comment il doit faire. Il ne sait pas comment faire. Donc, il ne compile pas. Mais nous, on a prévu le coup, on a défini un opérateur plus, justement pour pouvoir écrire ça sous cette forme, parce que on trouve que ça pète et que ça a la classe, et on a donc défini un opérateur plus. L'opérateur plus, il est donc ici, voilà. Et là, on n'a pas trop le choix, c'est une méthode qui s'appelle opérateur plus, pour donner un comportement sur le plus. C'est une méthode qui renvoie
un résultat de type durée, donc cette méthode va s'exécuter, on devra renvoyer un objet de type durée. Ça tombe bien parce que vous voyez au niveau du égal, on veut stocker les résultats dans D3 qui est un objet de type durée. Ensuite, en paramètre de l'opérateur plus, on reçoit un objet de type durée. Alors, il est passé ici sous forme de référence, la syntaxe est moche, c'est pas important, c'est constant pour dire qu'on peut pas le modifier, enfin voilà, c'est pour dire qu'on ne peut pas modifier l'objet qui se trouve à droite du plus. Donc cet objet durée en rouge, on aurait pu l'appeler pomme, poire, banane, c'est pas un souci, c'est pour la clarté qui s'appelle durée, c'est celui-ci. Voilà. C'est l'objet qui se trouve à droite du plus. Et donc le code dans lequel on se trouve là, ce code-ci, le code s'est exécuté, c'est un code qui est exécuté du point de vue de celui-ci, celui qui est à gauche du plus. Donc l'opérateur plus, c'est un opérateur qui est déclenché dans l'objet qui se trouve à sa gauche et qui reçoit en paramètre l'objet à sa droite. Maintenant on va regarder ce qu'il y a dans le code. Dans le code ici, on crée trois variables, heure, minute et seconde. Et dans la variable heure, on va y mettre le nombre d'heures que contient D1. Donc ici, ça sera 10 dans mon exemple. Le nombre de minutes que contient D1, 30. Voilà, ouais, c'est un peu mal foutu là, je vais réécrire. 30. Voilà, et là, on aura 40. Ensuite, on va additionner à seconde, qui vaut, où est-ce qu'il est ici, 40, la valeur, le nombre de secondes que contient durée. Et donc durée, on le revoit là, c'est l'objet qui se trouve à droite du plus, donc c'est D2. Et D2, il contient combien de secondes? 30 secondes. Donc ici, seconde vaut 40 plus 30 vaut 70. Deuxième ligne, là, hop, bah, on va additionner à minute qui contient 30, secondes divisé par 60. Au cas où on aurait dépassé les 60 secondes, c'est une division entière, 70 divisé par 60 ça donne 1, donc on rajoute une minute. Donc minute va passer de 30 à 31. Bon. Et seconde, bah, il n'y a pas 70 secondes dans une minute, donc on fait le modulo, donc on fait 70 modulo 60, donc c'est le reste de la division entière. 60 va une fois dans 70, une fois 60 ça fait 60, 70 moins 60 ça fait donc 10. Donc 10 secondes. Puis on fait pareil avec minute, donc minute qui vaut 31, on lui rajoute le nombre de minutes de D2. Le nombre de minutes dans D2 c'est 10, donc on passe à 41. J'espère que je me gourre pas dans tout ce que je suis en train de faire. Ouais, ok. Puis on vérifie, on fait minute divisé par 60, bah ça fait 0, donc on rajoute rien à heure qui vaut pour le moment 10. Voilà. Minute modulo égal, minute vaut 41, modulo égal 60, donc ça reste 41. 41 n'est pas divisible par 60. Et ensuite, aux heures, on rajoute le nombre d'heures de D2 qui vaut 2, donc on passe à 12. Et donc on va ensuite créer un objet de type durée qui s'appelle résultat et on va l'initialiser en appelant son constructeur avec les valeurs qu'on a calculées, donc 12 heures, 41 minutes et 10 secondes. Voilà, donc si vous additionnez 10h30 et 40 secondes et 2h10 et 30 secondes, vous avez bien 12h, 41 minutes et 10 secondes. Et on renvoie cet objet en tant que retour de méthode, c'est pour bien renvoyer une durée. Et donc D3 sera donc un objet qui contient 12 heures, 41 minutes et 10 secondes. Bien l'addition de D1 et D2. Voilà le principe de fonctionnement. Donc, ici, ça, c'est un peu de la popote algorithmique, donc ça à vous de décortiquer le truc à ce moment-là. Ce qui est important dans ce calque, c'est vraiment la syntaxe ici. C'est l'opérateur que vous voulez surcharger, le type de sortie et le type de données qui va ici à droite.
Donc le paramètre, c'est bien celui qui se trouve à droite de l'opérateur, et le code ici, c'est celui qui est dans l'objet qui est à gauche de l'opérateur. Voilà. Et donc là, vous avez un exemple plus propre du main. Donc c'est sur base de la classe précédente. On a bien ici 3 durées qui sont créées, une durée un peu vide, et l'avantage c'est que je suis pas obligé de faire une durée plus une durée. Ici, je peux faire une durée plus une durée plus une durée, puis je peux continuer plus une durée plus une durée. Il n'y a pas de problème. Ce que le système fera, c'est qu'il fera, celui-là plus celui-là, et donc il exécutera une première fois le code qu'il y a dans celui-là. Ça va générer un objet O, voilà, je vais l'appeler O, et dans O, il va faire ensuite O plus celui-ci, et il exécutera le code qu'il y a dans O. Voilà. Qui va ensuite générer à son tour un objet que je vais appeler P, et P sera envoyé dans résultat. Voilà, et puis O et P vont disparaître, et résultat contiendra les valeurs de P. Donc ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. Voilà, et ensuite, bon, s'il y a une méthode affichée, par exemple, dans l'objet résultat, on pourra afficher ici l'addition des durées. Alors, sachez qu'on n'est pas toujours obligé d'additionner une durée qu'une durée. Ici, dans l'opérateur plus, dans les paramètres, on avait mis qu'on additionnait avec une durée, mais on peut aussi donner un comportement. On peut donc surcharger l'opérateur surchargé, ou en mettant entre parenthèses, plutôt qu'une durée, on peut mettre un float. Voilà, float x. Donc on a opérateur plus, plus, float x. Tout comme, un peu plus haut dans la même classe, on aura opérateur plus avec durée. D. Voilà, je l'appelais D. C'est ED. Ouais, c'est un peu dégueulasse là, mais vous avez compris le truc. Donc, j'ai mon opérateur plus pour une durée, mais je peux avoir dans la même classe opérateur plus pour une float. Pour un float. Et donc, imaginons que on veuille additionner une durée avec la valeur 0.5. Bah, c'est pas celui-là qui sera appelé, mais c'est celui-ci qui sera appelé, et on pourrait mettre dans le code que si on veut additionner avec 0.5, ça fait 0,5 heures, ce qui fait qu'on additionne 30 minutes. Voilà, donc c'est des choses qui sont possibles. On peut surcharger les opérateurs surchargés. C'est courant. Voilà, bah vous avez le truc en plus clair ici, avec par exemple un int à la place d'une durée. Alors, il y a les opérateurs arithmétiques, plus, moins, fois, divisé, modulo, égal. On peut le faire aussi, mais ça on en parlera après. Et il y a les opérateurs de comparaison. Donc on peut faire avec le double égal. La seule contrainte, c'est que ça doit renvoyer ici un booléen. Donc quand vous faites un opérateur de comparaison, ça doit obligatoirement renvoyer un booléen, true ou false. Et donc un exemple dans le main. Donc vous voyez qu'on a une durée et une durée ici, et on peut du coup vérifier si les durées sont identiques. On pourrait imaginer, bon ici c'est peut-être pas forcément ce qu'on veut faire, mais on pourrait imaginer que l'opérateur égal compare les durées sans prendre en compte les secondes. Voilà, ça compare les heures et les minutes, et les secondes on s'en fout. Du coup, on dit que les durées sont identiques. Par exemple, peut-être que dans votre programme, il faut faire comme ça, ou alors, comme ici, il faut comparer que les trois attributs soient identiques, et alors c'est identique. Donc on impose un petit peu le comportement qu'on veut. C'est ça l'avantage de la surcharge des opérateurs. Alors aussi, on n'est pas obligé de comparer une durée avec une durée, on peut surcharger cet opérateur et faire une comparaison avec un float par exemple. C'est pas un problème. Mais le résultat, c'est d'office un booléen. Il y a aussi l'opérateur d'affectation. Bah lui, obligatoirement, on doit renvoyer une durée. Et là, c'est pas d'office une durée, mais il doit renvoyer d'office une durée. Parce que quand on va écrire le code, on a notre objet durée ici, durée. Aujourd'hui, je suis pas en forme avec la souris. Durée 1 est égal à durée 2. Voilà, point virgule. Le code exécuté ici, c'est vis-à-vis de celui-ci. Et celui-ci est une durée.
Ça veut donc dire que l'opérateur doit renvoyer une durée, on n'a pas le choix. Et ça explique aussi pourquoi il y a une syntaxe un peu particulière ici qui est return pointeur vers moi-même. Donc, on va regarder le code pour mieux comprendre. On reçoit, je vais le mettre en rouge, celui-ci. On veut faire que notre durée est égale une autre durée. Donc on va prendre nos attributs de l'objet durée 1. Parce que là, vous voyez, je suis dans mon objet durée 1. Ça, ce sont des attributs. Et on va venir dire que mon attribut heure est égal à durée, celui-là. Donc, celui-ci. Point heure. Donc je vais prendre la valeur de celui-ci et je la mets dans celui-ci. Pareil pour les minutes, pareil pour les secondes. Alors je me suis déjà modifié, mais je dois quand même renvoyer un objet. Et donc je vais me renvoyer moi-même. Et 10, c'est un pointeur vers moi-même, mais je dois renvoyer un objet. Donc il n'y a pas d'astérisque là. Et donc pour renvoyer un objet moi-même, c'est astérisque 10. Je vais enlever mon petit truc parce qu'on voit plus la virgule, le point virgule, voilà. Donc astérisque 10, c'est je m'envoie moi-même. C'est un peu, vous savez que je la connais pas par cœur cette syntaxe, je la regarde quand j'en ai besoin parce que c'est pas le genre de truc qu'on fait tous les jours. Mais voilà, sachez qu'on peut surcharger l'opérateur égal. Et de nouveau, on peut surcharger la surcharge d'opérateur égal. On peut faire aussi un deuxième opérateur égal avec un entier, un troisième opérateur égal avec un float, un quatrième opérateur égal avec une autre classe qui serait date calendrier par exemple. Donc il y a moyen de faire plusieurs versions comme ça au niveau de la classe. Ça doit respecter la même règle que la surcharge de méthode. Donc toutes ces méthodes doivent avoir des signatures différentes. Voilà, ça c'est un exemple où on surcharge l'opérateur égal pour faire une durée, je vais y arriver, durée 4 égale, je sais pas moi, 3601, voilà, hop, et là ça fera 1 heure et 1 seconde. Alors, il y a un petit truc particulier avec l'opérateur d'affectation. C'est que il y a déjà un comportement qui existe normalement avec les affectations. Mais il y a deux types d'affectations. Donc vous voyez dans la ligne qui est ici, on crée d'abord l'objet. Et seulement ensuite, dans un second temps, mais sur la même ligne, on fait une affectation. Et ça, comme on est sur la même ligne que la déclaration de l'objet, donc soit on le fait en deux temps, on crée l'objet, puis sur la deuxième ligne, on fait copier objet égale mon objet, soit on fait comme ici en une ligne. Et ben dans les deux cas, c'est pas la même chose qu'on fait. Dans le cas ci que vous avez à l'écran, ce n'est pas l'opérateur d'affectation qui est appelé, mais c'est un constructeur par copie qui est appelé. On n'a pas encore vu ça ensemble, mais c'est un constructeur par copie. Donc il va construire l'objet, copie objet, sur base des données qu'il y a dans mon objet. Donc ceci, ça, ce n'est pas une affectation. Si c'est écrit comme ça, création d'objet égale un autre objet, ce n'est pas une affectation. Donc si vous surchargez l'opérateur égal en espérant que cette surcharge d'opérateur se lance sur cette ligne, ça ne marchera pas. Et donc, par contre, si vous voulez donner un comportement pour cette ligne-là, vous devez créer un constructeur par copie. Et la syntaxe, c'est la suivante. Donc vous avez une classe O1. Ça, c'est le constructeur. Et pour avoir un constructeur par copie, ça, c'est les paramètres à mettre dedans. Donc, c'est un constructeur qui reçoit un objet, une référence de classe O1, quoi. Donc, il reçoit un objet de type O1 et on utilise une référence pour y accéder et c'est constant, ce qui veut dire qu'on ne peut pas modifier celui-ci. Et ça, c'est la syntaxe pour ce constructeur par copie. Il y a un autre cas de figure où le constructeur par copie est appelé, c'est au niveau des appels de fonctions.
Et donc un appel de fonction, typiquement, je sais pas, vous avez, ou une méthode, peu importe, vous avez une fonction auquel vous envoyez, qui s'attend à recevoir un objet, par exemple, au 1, et on va l'appeler x. Voilà. Vous avez une fonction, je sais pas, void, fonction, qui reçoit comme paramètre un objet au 1, et on l'appelle x. Et donc dans votre main plus haut, vous avez un objet qui s'appelle z, et vous appelez votre fonction en envoyant votre objet z. Et z est de type O1. Dans ce cas-là, rappelez-vous, vous avez votre z qui est en mémoire, et le fait d'appeler cette fonction va créer une copie de z. Donc on a notre z, et on va créer une copie de z, donc le x qui est là, et les deux seront identiques. Et bien, c'est également ce fameux constructeur par copie qui est appelé donc le constructeur par copie de x sera appelé, et une copie là, ça sera le z. Donc, mais ça, c'est pas un opérateur d'affectation, c'est un constructeur par copie. J'en ai pas parlé sur le chapitre sur les constructeurs parce que c'était encore un peu tôt. Mais voilà. Maintenant, vous avez l'info. Donc ça, c'est bien une affectation. Et ceci, c'est un constructeur par copie. Il faut bien retenir la différence. C'est important de ne pas se faire avoir. Et oui, l'opérateur d'affectation, cette syntaxe que vous avez ici, elle est fonctionnelle. Hein. Vous n'êtes pas obligé de créer un opérateur égal, parce qu'il existe. Donc par défaut, quand on fait objet 1 égale objet 2, on va prendre tous les attributs d'objet 2, prendre leurs valeurs et les mettre dans objet 1, à condition que ce soit les mêmes types, hein, de la même classe. Donc si je fais durée 1 égale durée 2, les heures, minutes, secondes de durée 2 seront mises dans durée 1, enfin les valeurs. Voilà. Par contre, pour plus, moins, fois, diviser, tous ces trucs-là, là, il n'y a pas de comportement par défaut, il n'y a que le égal où il y en a un. Alors, ça marche aussi pour d'autres types d'opérateurs, typiquement les crochets-crochets. Donc, vous avez ici la classe vecteur 3D. Comme attribut privé, c'est un tableau de 3 cases. On a ici le constructeur qui reçoit 3 valeurs, et ces 3 valeurs vont dans l'attribut, dans le tableau qui est privé. Et on crée un opérateur crochet-crochet. Entre crochets, ça c'est ce qu'on mettrait entre crochets quand on appelle l'élément. Et ça renvoie un float. Alors je vais passer tout de suite au main. Vous voyez qu'ici on crée un vecteur 3D et on a les 3 valeurs qui vont aller se mettre dans le tableau qui est privé du vecteur 3D. Et on aimerait par exemple pouvoir accéder, écrire ceci sous cette forme. Prendre la case 1 de l'objet V. Et l'idée étant que ceci soit par exemple la 0, la 1 ou la 2. Et donc ça devrait normalement nous afficher 40. C'est possible car nous avons ici créé un opérateur pour crochet-crochet. Syntaxe un peu dégueulasse, il y a un et ici à mettre devant. Voilà, vous savez que je l'avais oublié celle-là, c'est en voyant le calque que je m'en rappelle, donc ça prouve que je ne fais pas ça tous les jours. Ici, le type de retour, c'est vous qui choisissez. Ici, on a mis float parce que l'objectif est de renvoyer une des cases de ce tableau. Et là où vous avez le choix aussi, ici on a choisi de mettre un entier, c'est dans le cas où je mets un entier là, je vais appeler du coup cette méthode-ci qui va me renvoyer un float. Et le float renvoyé, je vais prendre la v-ème case du tableau. Et si je me suis gouré, j'ai demandé mi i égale 12 alors qu'il n'y a pas 12 cases, je vais renvoyer la première case du tableau. Voilà. Donc on a vu le plus moins fois diviser tout ça, égale les comparaisons, le constructeur par copie, et ici crochet-crochet. Ouais, donc on n'est pas obligé de mettre des int en crochet, on peut mettre autre chose. Et on peut aussi le surcharger, donc un opérateur crochet-crochet si c'est un int, un opérateur crochet-crochet si c'est un string, un opérateur crochet-crochet si c'est un float, et ainsi de suite.
Ensuite, les opérateurs de flux, on peut les surcharger, mais ça je passe parce que c'est le bordel. Voilà, trop compliqué. Voilà, j'avais prévu. Ouais, bref, hop, je passe, voilà. Enfin, voilà, je vais pas à me justifier. C'est chiant à faire, et puis de toute façon, si vous en avez besoin, il y a Stack Overflow. Alors, TP3, voilà. Donc ceci clôture en fait la vidéo. Donc c'est une partie, c'est la partie la moins, enfin moi perso c'est la partie la moins cool que je trouve du C++, c'est cette surcharge d'opérateurs. C'est pas le truc le plus utilisé, enfin qui est le plus utile en orienté objet, parce qu'il n'y a pas tant de classes qui s'y prêtent à faire ça, mais de temps en temps ça peut être utile, et je vous montrerai tout à la fin du cours un cas de figure où c'est super utile. Maintenant, on n'a pas vu assez de trucs pour pouvoir vous présenter ce cas de figure, donc on va faire un petit énoncé assez simple, histoire de mettre ça en pratique. Avant, je faisais des exercices plus compliqués, donc si vous avez les notes écrites, c'est un autre TP qui est marqué. J'ai fait un TP plus simple ici, histoire de passer moins de temps là-dessus. Donc, il vous est demandé donc, de créer un programme qui va contenir la classe personne, et dans cette classe personne, il y aura 3 attributs, nom, prénom et âge. Donc 2 strings et un entier. On demande à l'utilisateur combien de personnes il veut encoder, donc c'est cette ligne-ci. Le mec il met 4 par exemple. Ensuite, l'utilisateur encode tous les noms, prénoms et âge des personnes. Vous voyez, à chaque fois, il demande le nom, le prénom et l'âge. Puis, personne suivante, personne suivante, personne suivante. Puis on affiche ici que l'encodage est terminé. Ensuite, on a comme information que la classe personne contient une méthode publique qui permet aux personnes de se présenter. Alors typiquement, si vous voyez la ligne ici, bonjour, je m'appelle Lynn, machin truc, c'est la méthode se présenter qui a été appelée, et dans cette méthode se présenter, il y a un cout qui affiche cette ligne-là. Ensuite, il est demandé au programme principal de trier par âge les personnes. Donc pour trier les personnes, l'idée c'est que vous allez stocker ces personnes dans un tableau. Alors vous verrez dans la résolution, mais je vous donne déjà une piste. Idéalement, il faut faire un tableau dynamique. Voilà, un tableau avec pointeur, parce que la personne demande combien de personnes il veut encoder. Du coup, on va créer le tableau avec la taille tip-top de ce que le gars veut. Enfin voilà, donc je vous conseille de travailler en allocation dynamique. Et de pouvoir surcharger donc l'opérateur, faire une surcharge d'opérateur, donc soit plus grand que, plus petit que, ou plus grand ou égal, ou plus petit ou égal, car vous allez devoir trier les gens par âge. Donc vous allez devoir faire un petit tri, je demande le tri à bulle, parce que c'est le plus simple à coder. Voilà. Trier les gens, vous avez un tableau de gens, et ils sont dans un ordre quelconque, et puis il faut parcourir ce tableau et déplacer les données, pour qu'ensuite il soit trié, et vous le voyez ici par ordre d'âge croissant. Et une fois que c'est trié, vous demandez à tout le monde de se présenter, et on a tout le monde qui se présente par ordre d'âge. Voilà, c'est à vous.